correction donc, de la première évaluation de cours de classe de 5e, qui correspond à la même évaluation que vous avez eue en fin d'année de 6e, donc pour voir tout le bilan en fait qu'il faut savoir du cycle 3 pour passer au cycle 4. Donc un nombre s'écrit à l'aide de chiffres, comme les mots en français s'écrivent à l'aide de lettres. Donc là, c'est la différence entre nombre et chiffre. Donc en français, on a 26 lettres dans l'alphabet et ça nous permet d'écrire tous les mots possibles de la langue française. Donc en mathématiques, on a 10 chiffres. Donc de 0 à 9, ça fait bien 10. Et à l'aide de ces chiffres, on peut écrire des nombres. Des nombres qui peuvent avoir 1, 2, 3, 12 chiffres, etc. Une fraction décimale. Donc c'est une fraction, forcément. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Dont le dénominateur, donc c'est le nombre du bas, c'est 10, 100, 1000, etc. Attention, il n'y a pas le ou avec les nombres, parce que si vous mettez un ou, ça veut dire que l'énumération est terminée. Or, c'est pas terminé, puisqu'on peut avoir 10 000, 100 000, 1 million, etc. Donc, bien faire attention. Et je vous rappelle que le dénominateur, c'est le nombre en bas. Ensuite, définition d'un nombre décimal. Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction décimale. Attention, hein, c'est la seule définition mathématique. Il peut s'écrire avec une virgule. C'est ce qu'on appelle son écriture décimale. Donc ça, c'est la définition mathématique. Donc un nombre décimal, c'est pas juste un nombre avec une virgule, puisque voilà, la définition officielle, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction décimale. Donc par exemple, 0,2, ça s'écrit 2 dixièmes. Au dénominateur, il y a bien 10. Donc c'est bien une fraction décimale. Donc on va dire que 0,2 est un nombre décimal. Donc 2 dixièmes, ça c'est son écriture fractionnaire. Et 0,2, donc l'écriture à virgule, c'est ce qu'on appelle son écriture décimale. Ensuite, dans un nombre décimal, comment appelle-t-on? Alors là, il y a beaucoup d'élèves qui font d'erreurs simplement en confondant avant et après. Donc en France, on écrit de gauche à droite. Donc ça, ces chiffres-là, ils sont avant la virgule. Et ceux-là sont après la virgule. Donc bien faire attention. Parce que des fois, vous avez le bon vocabulaire, vous savez où ils sont, mais vous n'avez pas compris la consigne. Alors, le premier chiffre après la virgule, donc là c'est avant, après, donc ça correspondra à celui-là. C'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre avant la virgule. Donc virgule là, avant, deuxième chiffre avant, ici. Ça, c'est le chiffre des dizaines. Et donc c'est fait exprès, hein, c'est attention de ne pas mélanger. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dizaine, il y a un Z, et dixième, il y a un X. Donc bien faire attention. Également, donc l'accent grave. Le troisième chiffre après la virgule, donc premier chiffre après, deuxième, troisième, c'est celui-là, c'est le chiffre des millièmes. Il est très très important de connaître par cœur votre tableau des nombres décimaux. Donc on le reverra cette année, dès qu'on va vous demander d'arrondir. Si je vous demande d'arrondir un nombre ou un quotient au dixième, au centième, au millième, et vous ne savez pas à quoi ça correspond, donc c'est dommage, même si vous savez arrondir, de ne pas avoir les points parce que vous ne savez pas le tableau des nombres. Donc bien faire attention. Donc ça, c'est à connaître par cœur, hein, les unités, dizaines, centaines, unités de mille, etc. Ensuite, sur une demi-droite graduée, un point peut être repéré par un nombre, appelé abscisse. Et là, j'y peux rien, c'est un mot qu'il faut savoir écrire et qui s'écrit d'une manière un peu particulière. A-B-S-C-I-2-S-E. Alors, ensuite, on a un exemple. Donc là, j'ai une demi-droite graduée. Donc là, j'ai le nombre, j'ai le point A, et donc il faut que je lise. Donc, le premier nombre, là, le point qui correspond à l'abscisse 0, ça s'appelle l'origine du repère. Ensuite, l'écart entre le 0 et le 1, ça s'appelle l'unité. Attention, pareil, il y a des élèves qui mettent un S. Et si vous mettez un S et que vous mettez unité, ça n'a plus de sens, parce que la flèche, elle est bien entre le 0 et le 1. Si on met un S, c'est un pluriel. Donc des unités.
ça ne correspond pas à mon dessin. Donc faites vraiment attention, il n'y a pas que des fautes de français. Il faut que la faute n'induise pas une erreur de sens mathématique. Donc entre un singulier et un pluriel en mathématiques, ben, ça ne veut pas dire la même chose. Ensuite, sur cet exemple, ici, le point A, il a pour abscisse. Le nombre, et bien ici, là, en fait, 3. Les notations, donc là, c'est à savoir par cœur. Donc là, c'est pareil, ça s'apprend. L'abscisse du point A, bah, on parle du point A. Donc le point A en mathématiques, c'est une lettre majuscule. Et l'abscisse, ça se note entre parenthèses. Sont égales. Surtout pas de égales. Je rappelle qu'en géométrie, il n'y a rien en géométrie qui soit égal à un nombre. Donc ici, ça se lit bien, l'abscisse du point A est 3. Mais le point A ne sera jamais égal à 3. Ça n'a pas de sens. On peut avoir une longueur égale à quelque chose, mais une longueur, hein, c'est la longueur d'un segment. Donc là, c'est pas les mêmes notations. Ensuite, pour un nombre par 10, 100 ou 1000, on décale. Donc là, c'est pour multiplier. Donc ça, ce sont les propriétés de calcul mental qu'il faut connaître là aussi par cœur. Attention, vous les avez vus à l'école primaire avec les nombres entiers, puis ensuite avec les nombres décimaux. La seule propriété, c'est celle qui est valable pour tous les nombres, donc les nombres décimaux. Dire qu'on rajoute des zéros quand on multiplie par 10, 100, 1000, ça c'est faux. Parce que dès que vous prenez un nombre décimal, par exemple 0,2, si je multiplie pas 10 par 10, je ne rajoute pas de 0. Ça ne fait pas 0,20. Parce que 0,1, 20 et 0,2, c'est égal. Ce sont deux nombres égaux. On n'a pas multiplié par 10 du tout. Par contre, si je décale la virgule d'un rang à droite, du coup, j'obtiens à la place de 0,2, j'obtiens 2. Et ça, oui, c'est multiplié par 10. Donc, bien faire attention. Alors, pour multiplier un nombre par 10, 100 000, etc., on décale la virgule de ce nombre d'un, deux, etc., 3 rangs vers la droite. Alors, et on rajoute éventuellement des zéros si nécessaire, ce qui est le cas chez les nombres entiers. Quand on fait 20 fois 10, on rajoute bien un zéro, d'accord ? Mais on décale aussi la virgule d'un rang à droite, donc il n'y a pas de problème. Alors cette propriété, elle est vraie pour multiplier, elle serait vraie pour diviser. Alors je vais l'écrire en vert, hein. Vous, dans l'évaluation, vous mettez bien qu'une sorte. Celle que vous voulez, par contre. Donc si je divise, on va décaler la virgule du même nombre de rangs, mais cette fois-ci vers la gauche. Par contre, l'élève qui m'écrit la propriété, qui m'inverse du coup, qui m'est divisé, on décale vers la droite, eh bien, il n'a pas compris la propriété. Ensuite, pour ajouter un nombre entier se terminant par 9. Alors, on pourrait le calculer normalement, hein, en faisant du calcul mental, puisque toutes les additions peuvent être faites tête, peu importe le nombre de chiffres, que ce soit avec des nombres entiers ou des nombres décimaux. Donc ici, c'est la propriété de stratégie de calcul mental. Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on ajoute un nombre entier se terminant par 9? On ajoute la dizaine supérieure et pas à la dizaine supérieure qui n'aurait aucun sens. Donc faites attention, hein. Si vous mettez on ajoute à la dizaine supérieure, ça n'a pas du tout le même sens qu'ajouter la dizaine supérieure. Alors, ça veut dire que par exemple, si je veux ajouter 39, eh ben, la dizaine supérieure de 39, c'est 40. Donc, au lieu d'ajouter 39, je vais ajouter 40. Vous me direz, bah, c'est pas égal. Donc, c'est pour ça qu'à la fin de la propriété, puis, on retranche. Ça veut dire qu'on enlève, qu'on fait une soustraction, et on retranche 1. Donc, pour ajouter 39, en fait, on ajoute 40, et on enlève 1. Ça fera bien 39. Mais donc faire attention, les propriétés s'apprennent par cœur et elles ont un sens. Ajouter la dizaine supérieure ou ajouter à la dizaine supérieure, ça n'a pas le même sens mathématique. Ensuite, pour diviser un nombre par 5, alors les divisions, ça c'est vraiment à prendre par cœur, parce que dès qu'on a une division, on ne va pas s'amuser à la poser à chaque fois, et vous n'aurez pas le droit à la calculatrice, donc c'est bien du calcul mental. Donc pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2, puis on le divise par 10. Donc ça sera très important.
Pour diviser un nombre par 25, c'est un peu la même technique. Donc en fait, pour faire de tête les divisions, on s'est divisé que par 2, 10, 100, 1000, etc. de tête. Donc il faut se ramener à ce genre de division. Donc au lieu de diviser par 5, on va se ramener dans la première propriété à une division par 10. Et on a fait avant un x2, mais ça c'est facile. Et donc pour diviser un nombre par 25, eh ben, on va utiliser le fait que 100 c'est 25 fois 4. Donc on va d'abord le multiplier par 4. Puis on le divise par 100. Donc je rappelle que diviser par 10 ou 100, c'est décaler la virgule d'un rang ou deux rangs vers la gauche. Donc ça c'est très facile à faire de tête. Ensuite, le vocabulaire des opérations. Donc là aussi, c'est pareil. Plus vous allez grandir, plus vous allez voir des règles de calcul. Donc si vous ne savez pas de quoi on parle, hein, quand on va vous parler d'une somme de deux termes, et ben, si vous ne traduisez pas de la bonne opération, ben, c'est ennuyeux. Donc là, il faut vraiment connaître par cœur vos vocabulaire des opérations, donc des 4 opérations. Donc, dans une addition, les nombres additionnés sont appelés des termes. Je vous rappelle que terme, bah, c'est un mot mathématique, donc on ne fait pas de faute d'orthographe. Il n'a pas de H. Si vous mettez un H, ce sont les termes romains qui correspondent aux salles de bain à l'époque des Romains. Donc ça n'a rien à voir avec les nombres que l'on additionne dans une addition, bien entendu. Et le résultat, ça s'appelle une somme. Donc une somme de 2, 3, 4 termes. Dans une soustraction, les nombres soustraits sont appelés là aussi des termes. On verra en fin d'année pourquoi. Et vous verrez que c'est logique que dans une addition et soustraction, les nombres s'appellent de la même manière, parce qu'en fait, ça correspond à la même opération. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence, avec 2 F. Ensuite, dans une multiplication, les nombres multipliés sont appelés des facteurs. Et le résultat, un produit. Donc on parlera de produit de 2, 3, 4 facteurs. On passe à la division. Alors, dans la division, vous voyez qu'il y a 4 nombres à trouver. Donc, le nombre qu'on partage, ça s'appelle le dividende. Et là aussi, ça s'apprend. Donc, souvent, vous le connaissez à peu près à l'oral. Et puis, quand il faut l'écrire, ben, on oublie les E, on ne sait pas comment s'écrit le AN. Donc, faites attention. Les mots mathématiques, c'est important de savoir les écrire. Donc, on a notre nombre que l'on va partager, c'est le dividende. Le nombre de parts que l'on fait, ça s'appelle le diviseur. Il s'écrit ici. Le résultat de la division s'appelle le quotient. Donc ça s'écrit avec un Q, attention, et des T. Et on peut avoir également un reste ici. Donc cette division, je peux l'écrire en ligne. Attention, on va le faire dans le cas général d'une division qu'on appellera euclidienne. On reverra ça. On a toujours l'égalité. Dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Et ça s'écrit pas autrement. Donc faire vraiment attention. Alors le nom des divisions. Donc là on a écrit en ligne le résultat d'une division qu'on appelle euclidienne. Donc je vous rappelle qu'une division euclidienne, c'est une division dans laquelle le dividende, diviseur et quotient sont des nombres entiers. Le reste, il sera toujours entier de toute façon. L'autre type de division, c'est la décimale. Attention, il y a un accent. Voilà. Si je remplace le C par un S, ben je suis désolée, ça ne fait pas décimale, mais décimale. Donc il faut qu'au niveau phonétique, ça se prononce de la bonne manière. Alors ensuite, au niveau du vocabulaire, donc là, nous avons une division euclidienne, écrit en ligne, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Et donc, quand on a un reste égal à 0, c'est là qu'on a des mots de vocabulaire à connaître. Et c'est valable uniquement quand le reste est égal à 0. On va dire que 128, il est divisible par 8. Ou alors que 128 est un multiple de 8. Donc ça, c'est quand on parle du grand nombre, donc du dividende. Et à l'inverse, si je parle du 8 ou du 16, je vais parler plutôt de diviseur. 8 est un diviseur. Attention. L'article, c'est 1. C'est un article indéfini. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous ne pouvez pas mettre le. 8 est le diviseur. Non, 128, il a plein de diviseurs. Il n'en a pas qu'un seul. Donc, il faut faire attention.
Ensuite, on passe aux critères de divisibilité. Donc là, c'est pareil. Les critères de divisibilité ont été appris au cycle 3. Ils sont à connaître sur le bout des doigts et c'est du par cœur. Pourquoi? Parce qu'on en a trop besoin dans les exercices quand on va faire des divisions. Il faut savoir quand est-ce qu'on peut diviser par 2, par 3, par 5, par 4, par 9. Donc ça, ce sont les critères de divisibilité. Ces critères, il faut les maîtriser avec le bon vocabulaire. Donc là, on a insisté dessus en 6e. Donc là, vous devez être au point dessus. Donc un nombre entier divisible par 2, si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc là, il y a un ou et un point parce que l'énumération se termine. D'accord? Donc, il faut faire attention. J'ai bien écrit le nombre se termine. Si vous mettez un nombre est divisible par 2, si le chiffre se termine, ça n'a pas de sens. Je vous rappelle qu'un chiffre et un nombre, c'est pas le même mot. Ça ne correspond pas à la même chose. Donc, faire très, très attention. Donc, avec ce que vous écrivez. Je peux le dire d'autres manières. Donc, je vais les écrire en vert. Donc, je vous demanderai d'écrire qu'une seule manière. Si son chiffre, donc son, ça veut dire le sien, le chiffre de qui? Du nombre dont on a parlé. Lequel des chiffres? Le chiffre des unités. Pourquoi? Parce que dans un nombre, il y a plusieurs chiffres. D'accord? Donc, on fait référence à ce qu'on a vu ici. Hein. Dans un nombre, il y a plusieurs chiffres. Et donc, suivant le chiffre dont on va parler, ici, c'est le chiffre des unités. Il n'y en a qu'un seul, c'est le sien, donc c'est son chiffre des unités. Et 0, 2, 4, 6 ou 8. Voilà les deux manières de le faire. Par contre, si vous mettez... donc, il ne faut pas mélanger les deux. L'erreur que font beaucoup d'élèves, c'est dire que un nombre entier divisible par 2, si son chiffre des unités se termine par. Et ça n'a aucun sens. Donc, pour ne pas se tromper, il faut vraiment faire l'analogie en français. Par exemple, si vous prenez le mot chat, tout le monde doit savoir l'écrire. Soit je parle du mot, donc l'analogie avec nombre, et je vais dire que ce mot, il se termine par la lettre T. Donc, comme le nombre se termine par tel ou tel chiffre. Par contre, je ne vais pas dire que la dernière lettre se termine par T. Ça n'a aucun sens. La dernière lettre, donc celle qu'on appelle au niveau de l'analogie des chiffres, le chiffre des unités, il est égal à. La dernière lettre est T. Mais la dernière lettre se termine par T, ça n'a pas de sens. Donc le dernier chiffre se termine par, ça n'a pas de sens mathématique. Donc faites bien attention. Bien sûr que je comprends ce que vous voulez dire, mais du moment qu'on a vu la différence entre les nombres et les chiffres, vous devez utiliser le bon vocabulaire. Alors ça c'est le critère par 2. Alors il y aurait par 5, il y a par 3, donc il y en a plein. Donc là j'en ai laissé plusieurs. Alors, le nombre entier se divise par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. Pour le critère par 3, ça ne marche pas. On ne fait pas du tout le dernier chiffre. Donc ça aussi, ça s'apprend. Si la somme, je vous rappelle que la somme, c'est le résultat d'une addition. La somme de quoi? De ces chiffres, les siens. Pareil, je ne peux pas ajouter les nombres, puisque des nombres, il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas dire un nombre entier divisé par 3, c'est la somme de ces nombres. Ça n'a pas de sens. On n'a qu'un seul nombre, je ne peux pas faire la somme de ce nombre. Ça n'a pas de sens. Par contre, je peux ajouter tous les chiffres qui composent le nombre. D'accord? Il faut bien faire attention. Si la somme de ces chiffres est divisible par 3, on dit aussi est un multiple de 3. Autre mot de vocabulaire. On dit qu'un nombre entier est pair. Attention, ça s'écrit P-A-I-R, il n'y a pas de E. S'il est divisible par 2. Voilà, donc ça c'est du vocabulaire. On aurait un pair, hein, c'est le contraire, donc s'il n'est pas divisible par 2. Ranger des nombres dans l'ordre. Donc là, il y a deux ordres. Il y a croissant ou décroissant. Donc si je le range dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand.
Donc j'aurais pu écrire l'autre ordre, donc vous c'est pareil, vous en écrivez un, vous n'écrivez pas les deux, ou décroissant, ça serait les rangées du plus grand au plus petit. Ensuite, dans un calcul où s'enchaînent plusieurs opérations, on doit suivre les règles de priorité suivantes. Donc ça, c'est les règles de priorité qui ont été revues pareil en sixième. Donc quand vous avez des nombres avec plusieurs opérations, ben, on ne fait pas n'importe quelle opération en premier. Donc il y a des règles à respecter. Donc on commence par effectuer dans l'ordre, le commence est déjà écrit, tous les calculs, tous, entre parenthèses. Pareil. On ne peut pas dire on effectue les calculs entre parenthèses parce qu'il peut y avoir plusieurs calculs, donc c'est bien tous, parce que tant qu'on n'a pas calculé toutes les parenthèses, faudra continuer à les faire, parce que c'est en priorité. Et attention aux abus aussi de langage. On ne dit pas on calcule les parenthèses. Les parenthèses en elles-mêmes, c'est juste des symboles français, du langage français ou mathématique. On ne calcule pas un symbole, on calcule les calculs qu'il y a à l'intérieur des symboles. D'accord? Donc, faut bien faire attention. Donc, on fait d'abord s'il y a des parenthèses, eh ben, on fait tous les calculs entre parenthèses. Une fois qu'on a fini, ou si on n'a pas, on effectue donc les multiplications et les divisions. Pareil, c'est un pluriel, puisqu'il y en a plusieurs, peut-être. Et les divisions. Au même plan. Donc attention, hein, les parenthèses en premier, en deuxième, c'est toutes les multiplications et divisions. Et donc si on a des multiplications et des divisions qui sont collées, là on fera de gauche à droite, ça c'est une autre règle. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes les multiplications et les divisions, on effectue donc les additions. Attention, addition, il y a 2D. Et les soustractions. Et là, il y a un ordre à respecter. C'est de gauche à droite. Voilà les règles de priorité. On passe aux fractions. A sur B est l'écriture fractionnaire du quotient de A par B. Donc là aussi, c'est du vocabulaire. Le quotient de quoi? Le A, c'est le numérateur, donc il est en haut, par B au dénominateur. Donc justement, c'est le vocabulaire qu'on vous demande juste au-dessous. A s'appelle le numérateur. Attention aux accents. Je vous rappelle que ça vient du mot numéro. C'est le nombre de parts qu'on prend. Numéro, numérateur. Le B, c'est le dénominateur. Ça vient du verbe dénommer. Ça veut dire donner le nom à. C'est lui qui va donner le nom à la fraction. A sur B est une fraction. Donc vous voyez, écriture fractionnaire, fraction, c'est pas tout à fait pareil. Souvent, par abus de langage, on dit tout le temps les fractions. Pourtant, pour avoir une fraction, il ne faut pas que le A et le B soient n'importe comment. Lorsque A et B sont des nombres entiers. Donc 2 sur 5, ça s'appelle une fraction, puisque 2 et 5 sont des nombres entiers. Par contre, 0,2 sur 5, ce n'est pas une fraction, on appellera ça une écriture fractionnaire. Ensuite, je vous donne une égalité. 15 quarts égale 3,75. Donc là, on a le même nombre écrit de deux manières différentes. Si je l'écris avec le trait de fraction, ça s'appelle l'écriture fractionnaire. Et si je l'écris avec une virgule, ça s'appelle son écriture décimale. Ensuite, une petite propriété. A sur B, le nombre qui multiplié par combien donne combien? Donc là, il faut se rappeler comment ça marche en fait. Ici, j'ai le même nombre, donc là, je vais avoir le B et je vais avoir le A. Attention à votre écriture, si vous me balancez une lettre majuscule ici, ça ne marche pas. Il faut que les deux lettres, donc le dénominateur et l'autre facteur dans le produit, soient écrits dans la même écriture. Si vous mettez deux écritures différentes en mathématiques, c'est deux choses différentes. Le point B ou la lettre B minuscule, ça correspond pas à la même chose. Donc c'est pas, faut pas croire que c'est pas grave, que c'est pareil. Ce n'est pas pareil. Les mathématiques, c'est vraiment un langage à part entière, donc il faut s'appliquer.
Alors une fois qu'on l'a écrit comme ça, on l'écrit en français. A sur B, je l'ai là. Et le nombre qui est multiplié, j'ai la multiplication par combien on a multiplié par B. Donne, on peut le remplacer par est égal à, est égal à. Ensuite, deux propriétés qui sont essentielles. Donc on a vu en fin d'année avec les fractions. Prendre une fraction d'un nombre, c'est multiplier la fraction par le nombre. Donc ça c'est très très important. Donc si je veux prendre, je sais pas, 2/5 du nombre 12, le nombre c'est 12. Donc la fraction c'est 2/5 et je vais faire une multiplication entre les deux. Donc on écrira que ça fait 2/5 fois 12 ou 12 fois 2/5. Calculer t% d'un nombre revient à multiplier là aussi le nombre, cette fois-ci, par. Et donc il faut se rappeler que t%, ça s'écrit en mathématiques, t centième. Donc c'est la fraction t divisé par 100. Voilà. Alors maintenant, on a fini avec le numérique, on passe à la géométrie. Donc les notations, pareil, ça à savoir sur le bout des doigts. Et je vous rappelle que c'est pas pareil de mettre une virgule, pas de virgule, une majuscule, pas de majuscule. Il faut vraiment vous appliquer que les mathématiques, il faut de la rigueur. Et que quand on écrit en langage mathématique, ça a un sens. Et donc si on change l'écriture, on change le sens de ce qu'on veut dire. Et parfois, ça n'en a plus. Donc il faut vraiment faire attention. Alors, quand j'ai deux lettres majuscules séparées par une virgule, ça correspond à 2 points. Le point A et le point B. Si les deux lettres majuscules, je les colle sans virgule, c'est une longueur. C'est la longueur du segment AB. Si les lettres majuscules, je les mets entre parenthèses, c'est la signification d'une droite. Si les deux lettres majuscules sont entre crochets, c'est un segment. Attention. Pareil à l'orthographe. Si vous oubliez le E à droite, en français, ça se lit droit. Ce n'est pas une faute juste d'orthographe, c'est vraiment une faute de phonétique, donc c'est une faute grave parce que ça ne se prononce pas comme ça. Donc pareil, si vous mettez un E derrière le G, ça fait sègement. Et un sègement, ça n'existe pas en mathématiques. Crochet parenthèse, c'est une demi-droite. Donc demi-droite. Si je colle les lettres majuscules avec un espèce de petit arrondi dessus, c'est un arc de cercle. Attention là aussi, il y en a qui l'apprennent à l'oral et qui ne savent pas l'écrire. Le mot arcle, comme je le trouve dans certaines copies, ça n'existe pas. C'est arc de cercle. C'est-à-dire une partie du cercle. Maintenant, les notations avec 3 lettres. 3 lettres majuscules séparées par des virgules, c'est 3 points. Les points A, B et C. 3 lettres majuscules collées, c'est un triangle. Et si je mets un chapeau dessus, c'est un angle. Alors, maintenant qu'on a vu les notations, on va revoir les symboles mathématiques. Donc, les symboles mathématiques vous servent à écrire une phrase mathématique. Et par définition d'une phrase, il faut avoir un verbe. Tous les symboles ici du tableau, ce sont des verbes. Donc, il faut qu'il y ait un verbe quand vous l'écrivez en français. On ne dit pas 2 plus petit, 3. Il faut le verbe est plus petit que. Donc, bien faire attention. Alors, ce premier symbole, donc on a d'abord la pointe, c'est est inférieur à. Et là, il a un accent. Et le verbe être. Si j'oublie le S, c'est et. C'est pas le verbe être. Du coup, il n'y a pas de verbe. Et là aussi, c'est pas une faute d'orthographe. C'est une faute de logique. Et en mathématiques, les fautes de logique, elles sont plus graves qu'une faute de français. Donc c'est est, donc il y a un verbe inférieur à. On peut mettre aussi ou est plus petit que. Ensuite, ce symbole, c'est est supérieur à. Ou est plus grand que. Les deux barres horizontales, est égale à. Toujours avec un accent. Le égal barré. Alors, soit on l'écrit avec la négation, et n'est pas égal à.
je vous rappelle en français hein, que quand il y a la négation pas, il y a le N, le ne ou le N apostrophe qui va avec. On peut dire aussi est différent de. Oh, vous en mettez qu'un. Le symbole euro avec une barre au milieu, ça veut dire appartient. Donc, je vous rappelle que c'est un verbe. Donc, on met un T à la fin. Ah, toujours avec accent. Si je le barre, c'est n'appartient pas à. Le T à l'envers, c'est est perpendiculaire à. Il y a toujours un verbe. Hein. Et les slash, c'est est parallèle. Et là aussi, on ne fait pas de faute d'orthographe. Un R, d'abord deux L, un accent grave, L, et toujours A. Allez, on passe donc là, descriptif plus détaillé de ce que vous avez vu donc en début de sixième. Alors, quand j'ai deux points, que je les relie en prolongeant de part et d'autre, ça signifie qu'on a une droite. Mais c'est pas n'importe quelle droite, c'est la droite qui est représentée par cette figure. Donc, on a un article défini. Là, c'est la droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette droite? On va dire qu'elle passe par les points A et B. La droite passant par A et B. Donc si on met une grande case, hein, c'est pas pour écrire droite tout seul dans la case. Donc là, on veut le descriptif complet. Au niveau des notations, une droite, ça se note entre parenthèses. Et j'ai le droit d'inverser les deux lettres. Donc la droite AB et la droite BA, c'est la même. Puisque c'est la droite passant par deux points, donc il n'y a pas d'histoire d'ordre. Alors ici, on ne voit pas bien, hein, mais donc ça s'arrête bien. Donc là, on a le A et le B, on les relie, mais on s'arrête en A, on s'arrête à B. Donc ça, c'est le segment. Donc pareil, c'est unique. Hein. Donc il y a un article défini, le segment. Qu'est-ce qu'il a de spécial au niveau du vocabulaire? On ne dit pas qu'il passe par A et B, puisque ça s'arrête en A et ça s'arrête en B. On parle d'extrémité. Le segment d'extrémité. Donc là aussi, on s'applique. Des extrémités, il y en a deux. Donc il faut que je donne les deux d'extrémité A et B. L'élève qui écrit d'extrémité AB collé, bah c'est faux. Parce qu'AB c'est une longueur, c'est pas du tout le nom de deux extrémités. Au niveau de la notation, le segment se note entre crochets et j'ai le droit d'inverser les deux extrémités. Donc le segment AB ou le segment BA, c'est le même. Dernier objet mathématique, donc on relie le A et le B, on prolonge du côté du A et on s'arrête du côté de B. Donc là, on n'est prolongé que d'un côté. On va parler de demi-droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette demi-droite? Donc le point qui va être important, c'est l'endroit où ça s'arrête. Donc on ne va pas parler d'extrémité, c'est uniquement pour le segment. On va parler d'origine. La demi-droite d'origine B. Et dire qu'on prolonge du côté du A, ben c'est comme pour la droite, et on met et passant par A. Donc pas inversé. Donc si je ne peux pas inverser, ça prouve qu'il n'y aura pas deux notations, il n'y en a qu'une. Donc en mathématiques, il faudra bien retenir une demi-droite. Je suis obligée de commencer par le segment et ensuite la parenthèse. À l'envers, ça n'existe pas. Ensuite, le crochet veut dire qu'on s'arrête, la parenthèse veut dire qu'on prolonge. Donc on s'arrête du côté du B, on prolonge du côté du A. Donc la demi-droite tracée ici, c'est la demi-droite BA, et certainement pas AB. AB, on se serait arrêté en A et on aurait prolongé de l'autre côté du B. Ensuite, définition du milieu d'un segment. Alors, j'ai des élèves qui sont capables de me dire qu'on dit que I est le milieu du segment AB si I est au milieu du segment AB. Il est bien entendu que ce n'est pas une définition, puisque vous définissez absolument pas le mot milieu, si vous utilisez encore une fois le mot milieu dans votre définition. Donc, moi, je vous conseille de faire d'abord le dessin. Donc, on commence par faire un segment. Donc, il a deux extrémités, qui sont les points A et B. Ça, c'est le segment AB. Ça veut dire quoi que I est le milieu? Il faut le placer. Donc, je le place sur le segment. Mais pas que. Il faut aussi que les deux longueurs soient égales. Et si les deux longueurs sont égales, il faut que je code. Et le codage, il est obligatoire. Si vous ne codez pas sur votre figure, vous ne placez pas de milieu. Parce que la définition d'un milieu, il faut vraiment qu'il y ait le codage. Sinon, on ne peut pas
lire votre figure et décoder et l'interpréter sous la forme de milieu. Alors, pour avoir un milieu, il faut qu'il y ait deux longueurs égales. Donc, la longueur AI égale la longueur IB. Je vous rappelle que les longueurs, il n'y a pas de crochet. Si vous mettez des crochets, c'est faux. Le segment AI et le segment IB, ce ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas au même endroit. Ils ont simplement la même longueur, donc longueur égale sans crochet. Mais pas que. Si vous faites simplement une figure avec un point I tel que A égale IB, eh ben, en fait, on pourrait se trouver dans cette position-là. Le A, le B et le I au-dessus. Vous voyez? Et dans ce cas-là, I n'est pas du tout le milieu. Donc, il faut une autre condition. Il faut que le I soit aussi sur le segment. Alors, si j'ai le I qui est sur le segment, on va parler de points alignés. Donc, si les points, il y en a 3. Il y a le point A, le point I et le point B. Donc, je mets bien des virgules entre. Et comme il y en a 3, à la fin, je peux mettre un I. Et je mets qu'ils sont alignés. Alignés. Donc, attention. Ensuite, un programme de construction. Cette année, on verra des programmes de calcul aussi. Attention, construction. C'est pareil, il y en a qui apprennent pas leurs leçons, ils font que les écouter. Et j'ai des fois des constrictions. Comme le boa constricteur, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc là, on va construire. Donc, programme de construction. Donc, faut pas dire que c'est un programme. Si vous dites qu'un programme, c'est un programme, eh ben on définit pas. Donc, c'est un texte qui décrit. Attention, c'est le verbe décrire. Et il y en a qui le mettent avec un D apostrophe. Ça n'a pas de sens, pareil. Si vous mettez D apostrophe et le verbe écrire, ça n'a aucun sens. Là, on veut décrire une situation. Donc, qui décrit dans l'ordre. Donc là, il ne faut pas l'oublier, il y a une histoire d'ordre. Les étapes successives. Alors ça, c'est un mot compliqué à écrire. Hein. Successives. Et là, vous ne pouvez pas mettre construire, parce que programme de construction pour construire, on tourne au rond. Donc, on va mettre plutôt pour réaliser une figure, pour tracer. Voilà. Allez, on passe au vocabulaire donc des différentes droites. Donc ici, j'ai des droites qui se coupent. Des droites qui se coupent, ça s'appelle des droites séquentes. Là aussi, c'est du mot vocabulaire, donc il faut l'écrire comme il faut. Donc séquente, ça vient pas des séquences en français, hein, qui s'écrit Q-U-E-N, mais de mot qui veut dire couper, comme un sécateur, sectionner. Donc essayez de vous rappeler ces moyens mémotechniques pour vous rappeler comment ça s'écrit. Sécateur, séquente. Ensuite, là j'ai bien deux droites qui se coupent, mais il y a un petit carré entre. Ça s'appelle des droites perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent. Et comment? En formant un angle droit. C'est une définition importante, hein, puisqu'on peut avoir on pourrait avoir la notion dans l'espace, vous voyez, si je prends voilà, mes deux crayons comme ça, ils ne sont pas perpendiculaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne se coupent pas. Je suis dans l'espace, hein, je vais le mettre dans le sens, vous voyez, ils ne se coupent pas. On parlera de orthogonal. On dira que les droites sont orthogonales. Pour être perpendiculaire, il faut vraiment se couper. Donc, il ne faut pas enlever un bout de la définition. Ensuite, ici, on a deux droites. Elles ne se coupent pas. Ça s'appelle des droites parallèles. Donc, s'appelle des droites, le vocabulaire, il est à la fin. Hein. Parallèles, je vous rappelle, hein, un R, deux L et un L. Et donc, la définition, c'est des droites qui ne sont pas séquentes. Ne sont pas séquentes. Ensuite, on a trois propriétés qui sont importantes. Alors, ces trois propriétés ont été vues en 6e et elles seront utilisées le plus souvent en 4e, 3e. Donc, on va les revoir cette année dans beaucoup d'évaluations de cours comme ça, simplement pour vous, à chaque fois, pour vous en rappeliez. Pour que quand vous en ayez besoin en 4e ou en 3e, surtout, eh ben, vous en rappeliez. Parce que sinon, il n'y a aucune chance, sans les utiliser pendant 3 ans, de vous en rappeler. Alors ici, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.
j'oublie une syllabe, entre elles. Et attention de ne pas oublier un bout. Des élèves, ils apprennent leur cours, très bien, mais ils oublient un bout de la propriété. Alors, il manque pas grand-chose, mais du coup, ça n'a plus de sens. Donc, regardez bien. Alors, si j'oublie ça, qu'est-ce qui se passe? Si deux droites sont parallèles, alors elles sont parallèles entre elles. C'est pas une propriété, ça. Si deux droites sont parallèles, alors elles sont parallèles, oui. Et deux droites séquentes sont séquentes, et deux droites perpendiculaires sont perpendiculaires, on ne dit rien du tout. Vous comprenez que même si vous avez beaucoup de mots qui sont communs dans la propriété à réciter, si votre propriété, elle n'a aucun sens mathématique, on ne peut pas vous mettre des points. Même s'il ne manque pas grand-chose, parce qu'il ne manque pas grand-chose. Mais encore une fois, il faut que ça ait un sens. De dire que deux droites sont parallèles, oui, d'accord, mais ce n'est pas une propriété, c'est une évidence. Par contre, parallèle à une même droite, c'est pas pareil. Donc là, il faut faire attention. La deuxième propriété, si deux droites, alors là c'est encore pire, sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Alors, ces deux propriétés sont presque identiques. Vous voyez, il y a un mot d'écart. Au début, j'ai remplacé parallèle par le mot perpendiculaire. Sinon, la fin, c'est la même. Et le problème, là, c'est encore pire, c'est que si j'oublie la fin, bah, c'est carrément faux. Si deux droites sont perpendiculaires alors elles sont parallèles, c'est pas possible parce que des droites parallèles, c'est des droites séquentes. C'est des droites qui ne sont pas séquentes, et pour être perpendiculaire, il faut être séquente. Donc là, en plus, c'est même pas que c'est évident, c'est carrément faux. Ça n'a pas de sens du tout. Donc là, vraiment faire attention. Donc je suis perpendiculaire à une même droite, alors mes deux droites, elles sont parallèles entre elles. La dernière est plus compliquée à retenir. Donc si j'ai deux droites parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est aussi perpendiculaire à l'autre. Donc là, on avait mis des couleurs. Donc ça veut dire que si j'ai deux droites parallèles, et que là je sais que j'ai un angle droit, j'ai forcément un angle droit aussi ailleurs. Alors maintenant on passe au vocabulaire des triangles. Donc là aussi, il ne faut pas inverser du vocabulaire, et il y a du vocabulaire spécifique. Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés, et le mot côté, on l'écrit comme il faut. Donc si j'oublie l'accent circonflexe, ça se dit côte. Et si j'oublie le « et », ça se dit cote, carrément. Et en mathématiques, il faut savoir qu'une cote, ça existe. Mais c'est la troisième coordonnée quand on fait des coordonnées dans l'espace. Donc le mot cote, c'est le mot côté, c'est pas pareil. Donc si c'est pas pareil, on l'écrit comme il faut. Et il faut vraiment qu'il y ait le son « et », côté. Donc il y a un accent. Les élèves qui souvent n'écrivent aucun accent, bah, c'est pas possible. Donc il faut vraiment vous appliquer. C'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc là aussi, on s'applique. Je vous rappelle que longueur, si vous oubliez ce U là, ça fait longeur. Et une faute phonétique, c'est plus grave qu'une faute d'orthographe. Donc, ça se lit longueur. Alors, comment je dessine un triangle isocèle? Voilà, donc j'essaie d'utiliser toute la case. Et je code, c'est obligatoire. Deux côtés de même longueur, donc deux codages. Pour ce triangle-là, nous avons du vocabulaire. Ce sommet, faut pas l'appeler le sommet, parce que dans un triangle, il y a trois sommets. Mais ce point-là en particulier porte un nom, alors que les deux autres n'ont pas ce même nom. Ça s'appelle le sommet principal. Sommet principal. Et il y a un autre mot de vocabulaire, donc c'est pour ce côté-là, vous voyez, c'est le côté opposé au sommet principal, ça s'appelle la base. Donc on met des flèches pour dire de quoi on parle. On code, et puis on met le vocabulaire. Donc attention, la base dans un triangle, ce n'est pas le côté horizontal, c'est le côté opposé au sommet principal. Donc si je tourne mon triangle, je peux bien avoir un triangle isocèle avec la base. Voilà. Donc je peux vous faire un triangle comme ça. Voilà.
Le sommet principal est ici. Et la base, elle est là. Elle est pas horizontale. Donc, il faut vraiment faire attention à bien connaître le vocabulaire et à quoi il correspond. Un triangle équilatéral, équilatéral, c'est 3 côtés de même longueur. Qui a 3 côtés de même longueur. Donc, on s'applique sur le mot côté, on s'applique sur le mot longueur. Au niveau du dessin, on essaye de faire un triangle qui a 3 côtés de même longueur. Voilà. Et on code les 3 côtés de même longueur. Il n'y a pas de vocabulaire spécifique pour le triangle équilatéral. On passe au triangle rectangle. Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Et là, il y a du vocabulaire. Donc souvent, l'angle droit, on le met en bas à gauche. Donc c'est pareil. On s'applique. Vous devez savoir faire une verticale et une horizontale. Voilà. Alors, pour ce triangle-là, il y a du vocabulaire. Le côté opposé à l'angle droit, donc l'angle droit est là. Le côté opposé, ça s'appelle l'hypoténuse. Hypoténuse. Attention. Voilà. Il n'y a pas de H derrière le T. Le H, il est au début. Alors, maintenant, on passe au quadrilatère. Qu'est-ce qu'on appelle un quadrilatère? Donc, c'est un polygone. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a 4 côtés. Alors, c'est vrai qu'il a aussi 4 sommets, hein, mais du moment que vous écrivez 4 côtés, il y a forcément 4 sommets. Alors, le plus dur, ça va être essayer de faire un quadrilatère qui n'est rien de spécial. Donc, je peux faire un côté comme ça, un côté comme ça, et un autre côté. Donc, on voit bien ici les 4 sommets. Mais si je fais 2 côtés parallèles, ça porte un nom particulier. Ça s'appelle un trapèze. Donc, c'est pas évident des fois de faire justement une figure qui n'a pas de nom. Attention, un quadrilatère, c'est pas une figure. Parce que polygone, c'est une figure fermée. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut vraiment utiliser le bon vocabulaire. Ensuite, on a 3 quadrilatères particuliers. Donc, un losange, c'est un quadrilatère. Qui a quoi de spécial? Donc, attention, là aussi, avec accent, sans accent, écrire bien une phrase qui a un sens. Donc, on veut définir. Donc, pour définir, il va falloir décrire, en fait, ce qu'elle a de spécial, votre figure. Donc là, il faut bien faire attention à ça. Donc, un losange, c'est un quadrilatère. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a 4 côtés de même longueur. Attention, là aussi. C'est pas un polygone qui a 4 côtés de même longueur. Parce que sinon, je peux vous dessiner un joli polygone. Et voilà, je vais vous coder 4 côtés de même longueur. Est-ce que c'est un polygone qui a 4 côtés de même longueur? Oui. Est-ce que c'est un losange? Non. Donc là, faire très attention à ce que vous mettez dans votre définition. Par contre, si je dis que c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, eh ben, je ne pourrais pas obtenir cette figure, parce que quadrilatère veut dire 4 côtés et 4 côtés seulement. Polygone, on peut avoir plein de côtés. Donc, bien faire attention. Alors, au niveau de la figure, donc, je dessine un losange et je code, bien sûr, les 4 côtés de même longueur. Codage obligatoire. Donc, quadrilatère quelconque, il n'y a pas de codage. 4 côtés de même longueur, je dois les coder. Un rectangle est un quadrilatère. Et là, attention. Qui a... Là, vous savez tous dessiner un rectangle. Le souci, c'est que vous voulez souvent mettre sur la figure des choses qui ne correspondent pas à ce qui est écrit définition. Une définition, c'est pas tout ce que je connais. Ça, c'est ce que vous faisiez à l'école primaire. Mais en 6e, vous avez vu la différence entre une définition et une propriété. Une définition définie. Et une propriété, c'est des éléments en plus qui caractérisent votre figure. Et donc, le rectangle, il a des côtés opposés, 2 à 2 de même longueur, mais ce n'est pas la définition. Je suis désolée, il n'y en a qu'une. La définition, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Donc, je ne code que les angles droits et certainement pas les côtés opposés. Donc, faites bien attention, même si c'est juste, hein.
Ce n'est pas dans la définition. Et comme j'ai écrit le mot définition ici, et que si vous codez autre chose que la définition, ben c'est pas cohérent. Ensuite, un carré. Donc le carré, c'est facile, c'est un rectangle losange. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Eh ben, il a les caractéristiques du losange et du rectangle. Donc c'est un quadrilatère, il a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Et on s'applique, on fait un joli carré. Alors j'ai des élèves qui vont me faire un carré minuscule, donc on utilise toute la case, d'accord? Là, je commence mal. Donc on fait un trait vertical. Voilà, et puis on se débrouille pour qu'on voit bien les côtés de même longueur. Voilà. Je code 4 angles droits, 4 côtés de même longueur. Voilà. Ensuite, les diagonales du losange. Alors, je vais refaire les figures et je vais vous dessiner les diagonales. Donc, voilà, je vais redessiner un rectangle. Donc, on s'applique pour que ce soit des vrais rectangles et des vrais carrés. Voilà. Les diagonales, je vais les faire en vert. Attention, les diagonales, on peut parler des droites ou des segments. Si je vais parler des propriétés, je vais tracer que des segments. Je les dessine en vert pour bien voir que ce ne sont pas des côtés. Voilà. Donc une diagonale, c'est un segment qui va relier deux sommets non consécutifs de votre quadrilatère. Donc là, j'insiste dessus. Voilà. Alors, c'est pas suffisant là, parce qu'il manque tout le codage. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces diagonales, puisqu'on parle de diagonales? Les diagonales du rectangle, elles sont perpendiculaires, mais pas que. Sinon, ça s'appelle juste un cerf-volant. Elles se coupent aussi en leur milieu. Donc là, je peux mettre un codage pour cette diagonale, mais l'autre diagonale, elle n'a pas la même taille, donc elle n'aura pas les mêmes longueurs. Donc là, je vais mettre 2 traits. Donc au niveau de la propriété, je peux le dire de 2 manières différentes. Soit je dis que les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais donc en une phrase, j'ai dit 2 choses, perpendiculairement en leur milieu. Soit je le coupe en 2, donc là c'est ce que je vais faire. Les diagonales d'un losange se coupent en leur milieu. En leur milieu. Attention, milieu, il n'y a qu'un L. Et sont perpendiculaires. Deux choses. Alors, on verra cette année, en fait, la famille des parallélogrammes. Et en fait, ici, les quadrilatères particuliers qu'on voit, le losange, rectangle et carré, sont des parallélogrammes particuliers. Et une des propriétés du parallélogramme, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Ça y est partout. Hein. En leur milieu. Hein, parce que se coupe en son milieu, ça n'a pas de sens. C'est une faute de français. Parce que les diagonales, elles sont 2, on ne peut pas mettre son milieu. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les diagonales du rectangle? Elles se coupent en leur milieu, donc normalement, j'ai ça. Voilà, ça veut dire se coupe en leur milieu. Mais si j'ai un rectangle, elles ont aussi la même longueur. Donc, si les longueurs sont égales, les demi-diagonales sont aussi égales. Et en fait, on a le même codage partout. Et sont de même longueur. 2 caractéristiques. Donc le carré, c'est un losange rectangle. Donc comme se coupe en leur milieu, c'est déjà écrit 2 fois. On ne va pas le répéter 2 fois. Du coup, elles seront perpendiculaires et elles sont de même longueur. Donc là, il y a un angle droit. Et je code le fait qu'elles aient la même longueur. Se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires. Et sont de même longueur. Voilà. Alors, on passe aux angles. Donc là, on a un angle dessiné. Alors, je vous rappelle qu'un angle, c'est la partie du plan limitée par 2 demi-droites de même origine. Donc, ce point-là, c'est l'origine des 2 demi-droites.
d'accord? Et ça s'appelle pour l'angle sommet. Pas le sommet principal, hein, là on serait dans un triangle, mais simplement le sommet de l'angle, qui correspond à l'origine des deux demi-droites. Ensuite, ces demi-droites, elles sont là, et ça s'appelle les côtés. Et c'est un pluriel puisqu'il y en a deux. Donc là aussi, je ne peux pas mettre côté avec un S, puisqu'il y a deux flèches pour deux côtés. Donc les côtés de l'angle, ce sont des demi-droites. Donc sur le dessin, cette demi-droite-là, elle se note, je vous rappelle, crochet parenthèse, obligatoirement pour une demi-droite. Et on commence par l'origine des demi-droites graduées, donc c'est le point O. Donc on a OA et OB. On note l'angle, cet angle-là qui est dessiné ici, qu'on peut mettre un arc de cercle pour le représenter. Donc on colle les lettres majuscules, A, O, B. La lettre du milieu, c'est le sommet. Et on met un chapeau dessus. On peut l'écrire aussi BOA. Donc là, on fait comme on veut, il n'y a pas de sens. Par contre, il y a un chapeau dessus. Si on enlève le chapeau, c'est pas un angle, mais un triangle. La nature, c'est aigu, plat, droit. Ici, l'angle, on voit qu'il a une mesure inférieure à 90 degrés. Donc, ça s'appelle un angle aigu. C'est ce qu'on appelle la nature. Donc, il ne faut pas mélanger la nature et le nom. Le nom, c'est avec les lettres de la figure. La nature, c'est quelle caractéristique il a. Ensuite, on a ce dessin. Donc, on a un cercle dessiné avec plein de points dessus. Le nom du cercle, comment il s'appelle? Ici, on le voit ici, là. Et on voit que c'est un C cursif. Donc, on s'applique. C'est un C cursif, entre parenthèses. Si vous mettez le C majuscule, c'est faux. C majuscule, c'est le nom d'une lettre. Majuscule, c'est le nom d'un point en géométrie, pas d'un cercle. Le nom du centre du cercle. Le centre, c'est le point haut. Il n'y a pas de parenthèse. Et là, on voit une différence. J'ai le et un. Et donc ça, on a insisté dessus en 6e. Il faut faire attention, c'est pareil. Donc, un rayon, c'est un segment. Donc, ça va se noter entre crochets. Le rayon, c'est une longueur. Donc, il n'y a pas de crochet. Ensuite, un rayon, la définition, donc c'est un segment qui relie le centre du cercle et un point du cercle. Alors, le centre du cercle, c'est forcément O. Des points du cercle, j'ai A, j'ai le B, j'ai le F, le E et le D. Alors, le segment E, il n'est pas tracé, hein, mais j'aurai tous les autres. Donc, je peux mettre, par exemple, OA. Mais je peux mettre autre chose. Alors, je le mets entre parenthèses. Moi, je vous en demande un, hein, mais on peut écrire tous les autres. Donc, on a OB, on a OF, et on a OD. Ça, ce sont plusieurs rayons. Le rayon, c'est la même chose, mais avec des longueurs. Donc, les longueurs, il faut que j'enlève tous les crochets, tout simplement. OA, OB, OF ou OD. Ensuite, autre vocabulaire, donc là aussi, il faut s'appliquer. Je vais être obligée de rajouter des articles parce que vous voyez que là, on a des crochets. Donc, je vois le B et le D. Ils sont tous les deux sur le cercle. Ils sont reliés par un segment. C'est ce segment-là puisque je décrochais. Un segment qui relie deux points du cercle passant par le centre, ça s'appelle un diamètre. Et le 1, il est obligatoire. Parce que le diamètre, ça serait une longueur et il n'y aurait pas les crochets. Donc, c'est la même chose qu'au-dessus. Ensuite, EF, entre crochets, donc c'est toujours un segment. Donc là, c'est pareil, c'est un segment qui relie deux points du cercle, mais cette fois-ci, il ne passe pas par le centre. Donc ça, c'est une corde. Et une, parce qu'il y en a plein d'autres. Ensuite, EF, donc c'est pareil, c'est deux points du cercle. Ah, mais j'ai pas des crochets, j'ai un petit rond dessus. Donc c'est une partie du cercle. Une partie du cercle, c'est un arc de cercle. Voilà. Ensuite, la définition, donc ça prend par cœur. Alors, soit vous apprenez le dessin par cœur et vous retrouvez les mots à faire en français, soit vous appelez en français et vous le faites. La médiatrice de quoi? C'est d'un segment. Donc, il faut que je parte d'un segment. Donc, je vais commencer par construire un segment. Et la droite, elle est unique. Donc, c'est bien la droite. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Donc, je vais dessiner une droite, là, sur la figure, qui coupe perpendiculairement donc là, c'est un C, hein, culairement, quoi? Le segment que je viens de tracer. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une perpendiculaire, mais vous voyez que des perpendiculaires, il y en a une infinité au segment. Or, la médiatrice, elle est unique. Pourquoi? Parce qu'elle coupe perpendiculairement le segment en son milieu.
Donc je vais commencer par représenter le milieu. Et là je m'applique. Si vous me dites que le milieu il est là, bah non, je vais vous dire non, ça marche pas, hein. Donc on s'applique, le milieu il est à peu près là, donc je code le milieu. Et ensuite je fais une droite perpendiculaire. Et des droites perpendiculaires qui coupent le segment du coup perpendiculairement leur milieu, il n'y en a qu'une, c'est pour ça qu'on dit bien la droite. On va passer à la bisectrice d'un angle. Donc il faut dessiner un angle. Et la demi-droite. Donc elle est unique. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle partage quoi? Cet angle. Comment? En deux angles de même mesure. Donc on dessine en vert, donc une demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure et on pense bien à coder. Ensuite, deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsque les deux figures, qu'on pourrait remplacer par L mais au pluriel, attention, si vous mettez L au singulier, c'est pas une faute d'orthographe, c'est une faute de sens et de logique, puisque les deux figures se superposent, donc il faut absolument un pluriel. La figure ne peut pas se superposer. Si vous mettez un L au singulier, ça correspond à simplement la droite. Donc ça correspond à rien. Les deux figures se superposent. Comment? Par pliage. Et on plie comment? Suivant la droite D. La symétrie par rapport à une droite, ça s'appelle la symétrie axiale. Axiale, puisque c'est par rapport à un axe. Ou on dit aussi une symétrie orthogonale. La droite D est appelée axe de symétrie, axe de la symétrie. Ensuite, la définition, le point A est le symétrique du point, le point A', pardon, est le symétrique du point A par rapport à une droite D lorsque la droite D est la médiatrice du segment A'. Pour retenir cette propriété, il est important de faire le dessin. Si vous faites le dessin, vous pourrez peut-être retrouver la phrase. Donc j'ai une droite D ici. J'ai un point A. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour construire son symétrique A'? Il faudrait construire une perpendiculaire et ensuite au compas, on reporte les longueurs. Donc quand on voit ça, ça doit vous faire penser à la médiatrice puisqu'on voit bien l'angle droit et les deux longueurs égales. Ensuite, les propriétés de conservation. Le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Logique, puisque les segments vont se superposer par pliage. S'ils superposent, il faut forcément qu'ils aient la même taille. Pour un segment, on parle de longueur. Le symétrique d'une droite est une droite, puisque par pliage, une droite va se transformer en une autre droite. Et donc là, on ne parle pas de longueur ni de taille, puisqu'une droite est infinie. Le symétrique d'un cercle est un cercle de même rayon. Donc toujours pour la même raison. Un cercle ne peut pas se transformer par pliage en un segment ou une droite. Le cercle, par pliage, il va se superposer avec un autre cercle. Et pour qu'ils aient la même taille, on parle de même rayon. Et le symétrique d'un angle est un angle. Et pour un angle, quand on dit de même taille, on dit un angle de même mesure. Ensuite, définition du périmètre et de l'aire. Donc le périmètre d'une figure est la longueur de son contour. Donc le contour de la figure. Quant à l'aire, c'est la mesure de sa surface intérieure. Ensuite, les formules à connaître par cœur. Donc les formules de périmètre et d'aire de figure usuelle. Donc le premier, c'est un triangle qu'on peut aussi appeler quelconque. Le deuxième, c'est un rectangle. Ensuite, ici, on a un carré.
Et le dernier, on fait attention, c'est un disque. Alors, je vous rappelle la différence. Le cercle, c'est que le contour et le disque, c'est l'intérieur. Donc, du moment que vous avez le périmètre et l'air, c'est forcément d'un disque. Je vous rappelle que pour un cercle, on ne parle pas de périmètre du cercle, mais de la longueur du cercle, puisque le cercle, c'est déjà le contour, et que le périmètre, c'est la longueur du contour. Sinon, il y aurait une répétition. Donc, de toute façon, dès que vous avez l'air, on parle obligatoirement de disque. Donc, c'est pas disque ou cercle. Il n'y a qu'un mot, c'est disque. Donc, il faut bien faire attention à ça. Ensuite, donc dans un triangle, le périmètre, eh ben, c'est la longueur du contour. Donc, quand je fais le tour, eh ben, il n'y a rien de spécial dans ce triangle-là. Ce côté a pour longueur petit a, le deuxième côté a longueur petit b, et le dernier côté a pour longueur petit c. Attention, si vous mettez des lettres majuscules, ça n'a plus aucun sens. Puisque le périmètre, on doit ajouter des longueurs. Et si vous mettez A majuscule, en géométrie, le A majuscule est réservé au nom d'un point. Et on ne peut pas ajouter des points, ça n'a pas de sens. Ensuite, si je veux l'air, donc là, il faut se rappeler que ce qui est important, c'est la hauteur. Donc, il y a un H, je vais la repasser en rouge. La hauteur, elle est perpendiculaire à un côté du triangle qu'on appelle la base. Ce n'est pas forcément le côté horizontal, mais c'est ça. Et donc, la formule... Donc il faut se rappeler, c'est pour ça qu'il y a les petits pointillés, qu'en fait, si je double le triangle de gauche et double le triangle de droite, j'obtiens le rectangle. Donc l'aire du rectangle, c'est la longueur fois la largeur. La longueur, c'est petit b, la largeur, c'est ça, qui correspond à h. Donc b fois h. Et comme nous, on n'a que la moitié, puisqu'on n'a pas le rectangle complet, on écrit base fois hauteur divisé par 2. C'est pour ça qu'il y a un divisé par 2. Donc le rectangle, donc le périmètre, c'est la longueur du tour de la figure. Donc grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Donc il y a 2 fois grand L. Donc on écrit 2 grand L plus 2 fois petit l. Donc ça c'est la première formule. Il y aurait une autre formule qui est 2 fois le demi-périmètre. Donc là je fais que un bout, grand L plus petit l. Et il faut que je refasse la même chose. Donc c'est fois 2. Attention aux parenthèses. Là il y a bien un fois et là un plus. L'air, donc c'est grand L fois petit l. On s'applique sur le L majuscule et la longueur correspond à la plus grande et le petit L à la largeur la plus petite. Donc dans le carré, si je fais le tour, ben on a côté, plus côté, plus côté, plus côté. Il y a 4 côtés de même longueur, donc c'est 4 fois C. Attention, je vous parle bien d'une formule, donc il n'y a que cette formule possible. Ensuite, l'air, c'est C fois C. Pour le disque, il faut se rappeler qu'il y a la lettre pi. Donc il faut vous appliquer, le pi, c'est pas un R. Ensuite, le périmètre, c'est pi fois 2 fois le rayon. Et l'air, c'est pi fois rayon fois rayon. Attention, c'est un R minuscule, donc je mets un R minuscule. Si j'avais voulu mettre un R majuscule, j'aurais mis un R majuscule. Il faut que vous soyez cohérent avec ce qui est marqué sur la figure. Je vous rappelle que si vous avez tendance à inverser des formules, que l'unité usuelle des périmètres, c'est le mètre ou les centimètres. Donc il faut à chaque fois que j'ai qu'une longueur. Donc une longueur plus une longueur plus une longueur, j'aurai toujours des centimètres plus des centimètres plus des centimètres, j'obtiens des centimètres. 2, ça n'a pas d'unité, fois L, ça fait des centimètres, plus 2 unités qui n'a pas d'unité, fois petit l qui est des centimètres. 4 n'a pas d'unité, fois des centimètres, on obtient des centimètres. Pi n'a pas d'unité, 2 n'a pas d'unité, on obtient des centimètres. Par contre, l'air, l'unité d'air usuelle, c'est le mètre carré. Donc ici, pour les périmètres de figure, ce sera plutôt en centimètre carré. Donc il faut absolument que j'ai des centimètres fois des centimètres. Donc 2 longueurs multipliées, l'une et L. 2 longueurs multipliées, 2 longueurs multipliées, 2 longueurs multipliées, puisque pi n'a pas d'unité. Donc ça vous permet de vous corriger si vous avez tendance à inverser. Ensuite, le tableau des unités de longueur, d'air et de volume. Donc, je vous rappelle que le tableau des unités de longueur, c'est le minimum. C'est vraiment, il faut le connaître sur le bout des doigts. Que ce sont des lettres minuscules. Donc, c'est pas mon plaisir, c'est pas Sainte-Sigolène qu'on fait ça, c'est dans le monde entier. Donc, il faut vous appliquer. L'unité la plus grande est le kilomètre. Donc, on s'applique. On n'écrit pas un K majuscule. Ensuite, on a les hectomètres, HM. Ensuite, DK. DAM. Attention, on a qui m'inventent des unités avec DC, ça n'existe pas. Hein. Ensuite, on a les mètres. Ensuite, on a les décimètres, 10 fois plus petits, centimètres, 1000 fois plus petits, et millimètres, 1000 fois plus petits. Voilà. Ça, c'est pour les longueurs. Maintenant, je passe aux airs. Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, c'est les mêmes au début. Hein. Donc, on écrit kilomètre, hectomètre, décamètre,
mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Et donc quand je fais les airs, il faut que je rajoute le carré. Et il faut que je pense que quand je rajoute le carré, il faut que je partage toutes les colonnes en deux. Donc je rajoute le carré et je partage en deux en vert. Je rajoute le carré, je partage en deux. Il y a 2 chiffres par colonne dans les unités d'air. Donc on recommence avec les volumes, c'est exactement la même chose. On commence par écrire le tableau des unités de longueur. Donc kilomètre, hectomètre, décamètre. Ensuite on a les mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Donc je partage, je fais mes colonnes. Ça c'est le tableau des unités de longueur. Donc je suis chez les volumes, donc je rajoute le cube, donc je partage en deux, pour qu'il y ait 3 chiffres par colonne. Je rajoute le 3, le cube, et je partage en deux. Alors ça c'est l'unité de volume, mais c'est pas que ce qu'on me demande, on demande aussi les contenances. Donc la différence c'est les contenances c'est liquide et les volumes c'est plutôt solide. Donc il faut que je rajoute les litres. Et les litres il ne faut pas les mettre dans n'importe quelle case. Donc vous voyez que les volumes, il y a 3 chiffres par case, il y a 3 chiffres par colonne. Et donc les litres par contre ce sont des unités simples, donc ça sera dans des petites cases. Donc il faut se rappeler en essayant de visualiser. Donc 1 mètre cube ça correspond au volume d'un cube de 1 mètre de côté. 1 décimètre cube, c'est un cube de 1 décimètre de côté, donc 10 cm. Et 1 centimètre cube, c'est le volume d'un cube d'1 centimètre de côté, donc à peu près un dé jouet. Et millimètre cube, c'est encore plus petit. Donc 1 litre, il faut visualiser une brique de lait par exemple. Ça, le volume, c'est bien 1 litre. Donc dans quel cube il rentre? Donc ça sera le cube de 10 cm de côté, donc décimètre cube. Donc le litre, unité simple, donc dans les unités. Donc on est là. Attention, les litres, c'est un L majuscule. Ensuite, on a les unités plus petites. 10 fois plus petites, décilitres. 100 fois plus petites, centilitres. 1000 fois plus petit, millilitres. Et on a l'unité plus grande. Donc 10 fois plus grand, on a décalitre, qui peut utiliser. 100 fois, on a c'est un H, pardon. Hectolitre, tu m'as piqué. Et 1000 fois, c'est kilolitre. Voilà, qui n'est pas trop utilisé. On passe aux formules. Donc là, on a 2 solides dessinés. Donc le plus facile, c'est lui, c'est le cube. Alors l'unité usuelle des volumes, on a vu que c'était le mètre cube. Donc pour les calculs, par contre, au niveau des solides, ce sera plutôt le centimètre cube. Donc il me faut des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Donc ici, j'aurai C fois C fois C. Puisque toutes les arêtes ont la même longueur qui est notée ici, c'est sur la figure. Pour le pavé droit, donc ça c'est le pavé droit. Moi je vous conseille de l'appeler comme ça. Hein. L'autre nom, c'est parallélépipède. Rectangle. Donc il y en a un qui est compliqué à retenir, surtout sans faire d'orthographe. Donc en fait, il faut, si vous voulez absolument l'autre nom, hein, ça vient de parallèle. Sauf qu'à la place d'un accent grave, on a un accent aigu. Donc il y a le mot parallèle écrit en entier, donc un R, 2 L, un L. Donc il faut savoir écrire comme il faut parallèle. Et ensuite on a pipède et rectangle. Donc là, il faut multiplier donc une longueur fois une longueur fois une longueur. Et les 3 longueurs, elles sont notées là. Longueur fois largeur fois hauteur. Alors, cite le nom d'autres solides. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à la fin de l'année. Et puis les solides, hein, vous les manipulez depuis la maternelle. Les petits solides en bois. Donc vous devez connaître le nom des solides. Et donc en 6e, on a vu d'autres noms un peu plus scientifiques. Alors attention, il y a un mot qui est important, c'est autre. Ça veut dire que je veux pas lui et je veux pas lui. Sinon, ça c'est du français. Hein. Sinon, c'est une répétition, vous ne répondez pas à la consigne. Donc, à part le pavé droit et le cube, qu'est-ce qu'on connaît d'autre? Donc, vous devez connaître la famille des prismes droits. Ensuite, on peut avoir aussi les polyèdres. Alors, je vous rappelle les définitions. Donc, un polyèdre, c'est un solide dont tous les faces sont des polygones. Donc ça, c'est la grande famille. Ces deux-là sont des polyèdres. Le prisme droit, donc c'est un solide
c'est un polyèdre. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il a deux bases qui sont superposables et parallèles et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Donc le pavé droit et le cube sont en particulier des prismes droits, puisque les carrés, donc dans le rectangle, dans le pavé droit, c'est que des rectangles, et dans le cube, je vous rappelle que les carrés sont des rectangles particuliers. Ensuite, on a donc d'autres sortes de solides. On a les pyramides. Voilà. Donc, les prismes droits, on va étudier leur famille complète cette année, puisqu'en 6e, vous avez surtout étudié le pavé droit et le cube. Donc, les pyramides ont été juste revues un petit peu en 6e et elles seront vues en 4e. Ensuite, nous avons des solides qui ne sont pas des polyèdres, dont les faces ne sont pas des polygones, donc ça veut dire qu'il y aura des disques ou des choses un peu plus rondes. Donc on a le cylindre de révolution, qu'on étudiera aussi en détail cette année. On a le cône de révolution, qui sera étudié en 4e. On a la famille de la sphère ou boule. Donc la différence, c'est que la sphère, elle est vide et la boule, c'est juste le contour. Voilà en ce qui concerne les solides. Ensuite, donc on est là. Donc on me demande le nom et il est représenté en et le nom de ses sommets. Donc là, il faut faire attention. Ce solide, il est représenté en perspective cavalière. C'est le mode de représentation des solides qu'on utilise en maths, puisqu'il y a d'autres types de perspectives que vous utilisez, que vous avez dû voir en art plastique ou que vous verrez cette année ou dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial en fait? Je vois que c'est un solide donc qui a deux faces, ici et là, qui sont des polygones, ce sont des triangles qui sont parallèles. Et les faces latérales, il y en a 3 qui sont des rectangles. Donc ce solide, ça s'appelle un prisme droit base triangulaire. Ça, c'est la nature du solide. Donc la première question, vous voyez, c'est le nom. Le nom, c'est avec les lettres de la figure. Donc c'est A, B, C, D, E, F. Ça, c'est le nom. Il ne faut vraiment pas mélanger le nom d'une figure et sa nature. Donne le nom des sommets. Donc les sommets, ce sont les points qui sont représentés par des lettres majuscules. Ici, il y a 6 sommets. Donc on pense bien à mettre des virgules entre. Donc on a le A, le B, le C, le D, le E et le F. Donc dans une énumération, on essaie de bien mettre le I à la fin. Donne le nom des faces. Donc il a deux bases ici, que j'ai représentées, qui sont des triangles. Donc on a ABC et EFD. Voilà. Et 3 faces latérales qui sont des rectangles. Alors, le rectangle ici, attention, quand vous donnez le nom d'un quadrilatère, je vous rappelle que les lettres, si vous les collez, ça prouve qu'il y a une arête entre. Donc, ce rectangle-là, il s'appelle AFDC. Si vous l'appelez AFCD, ben, c'est faux, parce que A, F et C, FC ne sont pas reliés. Donc, AFDC. Ensuite, on a le rectangle du bas, donc BEDC. Et la face de gauche, un FEB. Donc ça, c'est les faces latérales. Donne le nom des arêtes. Alors les arêtes, en fait, ce sont les segments. Donc il faut se rappeler comment on nomme les segments. Donc pour que ce soit facile, on va faire celle des deux bases et ensuite les faces latérales. Donc celle de la base ABC, donc j'en ai 3. Donc j'ai AB, BC, AC. La base qui correspond à la face arrière. Donc je vais avoir EF, FD, ED. Et ensuite j'ai les arêtes latérales, donc qui sont là, obliques. Donc j'ai AF. Ensuite j'ai BE. Et la dernière CD. Donc il y en a 9. Patron.
construis le patron du pavé droit ci-compte en respectant la méthode vue en place et le codage. Parce que des patrons, il y en a plein. Donc, pour que ce soit facile à se repérer, donc vous avez vu une méthode dans votre cahier à outils. Alors, première chose à faire, c'est qu'on peut représenter, donc, voilà. Donc, la face avant. Alors, je vais faire que la figure à main levée ou en vraie grandeur, peu importe. Je vais la faire en vraie grandeur, vous pourrez la faire à main levée. Donc, il faut juste rappeler que le patron d'un pavé droit, alors c'est des rectangles, hein. Voilà. Donc là, on a la face latérale qui est toute déroulée et les deux bases qui correspondent à la face arrière et face. Ensuite, au niveau du codage, il faut que par pliage, il y a des côtés qui se juxtaposent. Donc ça et ça se... Voilà. Ensuite, ça c'est la hauteur. Alors il faut que je respecte bien le codage. Donc là, je n'ai pas du tout respecté le codage qui était imposé. Donc là, il faut faire voir qu'il y a bien rond, petit triangle. Donc la hauteur, on voit que c'est 2 traits. Donc je vais bien respecter comme hop, 2 traits, 2 traits, 2 traits, 2 traits, 2 traits. Ensuite, la face avant, elle est là. Donc là, j'ai un trait. Et là, c'est petit rond en fait. Alors, il y en a une qui n'est pas représentée, que je n'ai pas mis le codage. Il faut se rappeler que cette face, c'est la face arrière. Donc ça, c'est la face avant, arrière. Donc, par pliage, ça va là. Donc là, je vais la dessiner en vraie grandeur, vous verrez mieux. Donc, on commence par dessiner toute cette longueur-là. Donc, il faut calculer, hein. Donc, on a petit rond et petit trait. Donc, le petit trait, c'est 4. Petit rond, c'est 1,5. Donc, j'ai 2 fois 4, donc ça fait 8. Et 1,5 et 1,5, donc ça fait 3. 8 et 3, ça fait 11 cm. Voilà. Donc, face de gauche à gauche. Donc là, je dois commencer par 1,5 cm. Ensuite, j'aurai le 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, j'ai encore 1 cm. Et ensuite, j'ai 4. Donc, ça, c'est cohérent. Je vais passer par la hauteur. Du coup, ici, c'est 2 cm. Donc, j'utilise bien ma équerre pour que ce soit perpendiculaire. Voilà. Je vais faire le 2 cm de ce côté. Donc, pareil, il faut que ce soit bien perpendiculaire. Voilà. Je relie et je remets mon 0 sur le bord pour pouvoir refaire mes petits traits correctement. Donc là, je vérifie bien. J'ai dû oublier 1 cm là. Ce sera mieux. Hop là. Donc au début j'ai 1,5, ensuite j'ai 4 cm, donc qui correspond là. Ensuite j'ai 1,5 et ensuite j'ai 4. Voilà. Il me reste en fait la face du haut et la face du bas. Donc 1,5 cm. Donc je prends ma équerre, je mets 1,5 cm au-dessus et au-dessous. Je mets bien mes extrémités, je fais pareil là. Donc j'ai plus qu'à terminer, à remettre le codage. Donc là on a dit que c'était 2 traits. Voilà, c'est mal effacé. Hop là. Ensuite là on a dit que c'était petit rond. Et donc là on a un trait. Alors je vous rappelle aussi que par pliage ça va là. C'est pour ça qu'on a le même code. Donc là ça va là. Je vous rappelle que ça c'est la face avant que j'ai hachurée. Qu'à gauche je fais la face de gauche. À droite c'est la face de droite. Au-dessus c'est la face du dessus. Et au-dessous c'est la face du dessous. Et là, c'est la face arrière. Donc ça, c'est la méthode qui est détaillée. Il faut que ça soit cohérent avec le codage. Donc pour qu'on fasse tous la même chose pour dérouler de la même manière. Voilà, la correction d'évaluation est terminée.